Wilman Belzin, c'est Benja Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Darbouz Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouz, bonjour à tous. Cet accident de la circulation survenu hier à Carriès pour débuter cette édition d'information. Donc, accident au cours duquel 4 personnes ont trouvé la mort. Elles sont mortes calcinées. Une camionnette dont les freins auraient lâché a percuté un pylône électrique avant de prendre feu, a expliqué le juge de paix suppléant de l'Arcaïe, maître Jules-Jean Ricard, précisant que le TAP-TAP transportait du carburant. Écoutez ces précisions au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Macéus. Ça me donne comme information que la police a informé moi qu'il y a un accident qui s'est fait du côté de Ouangabé, plus précisément tout près du Wave de Carriès. Moi, j'étais rendu sur les lieux, d'aller sur les lieux, d'aller faire constat légal. Mais là, je suis que moi, je viens en camionnette qui prend du feu, que moi j'ai trouvé 4 personnes mortes dans l'accident ça, que moi j'ai calciné, même identifié, je pas identifié. Ça est arrivé dans une situation que la route a débloqué, nous avons fait moyen avec la police de débloquer la situation parce que la population est dans boucher route la cause de l'accident. Nous débloquer la situation, que nous faisons constat légal, mais sans que nous ne pouvons pas identifier qui est mon identité mon parce que mon ne va pas une pièce parce que nous calciné net, brûlé net, et même moyen nous va game pour te mettre dans mon cas. Non, qui sorte de machine yoté? Non, camionnette qui selon les informations recueillies, c'est qui assure le transport vers du côté de Verret sorti. Mais machine ça a gagné des doum gaz qui de la donne et arrivé dans coupe Carriès là. Bon, on a bien les chauffeur gaz soit perdu frais d'après toutes les informations que recueillies. Il perdu frais là prend nos poteaux, avec même côté la machine frappé dans poteau que tout gaz était dans sama avec lui gaz et qui était récipient de gasoline que on prend du feu, machine a brûlé net à tout monde et que 3 personnes selon toute information que moi qui sauvé c'est là chauffeur a sauvé avec 2 passagers, chauffeur à l'hôpital même pas arrivé jeune chauffeur sur les lieux et l'autre monde yo calciné pas qu'à identifier directement. Est-ce que nous gagne identité monde qui mourir? Non, nous pas de chance ça pour nous venir parce que monde yo calciné net à tout grade sur nous nous brûler net et c'est petit corps nous viennent même moyen nous pas gain pour mettre dans morgue même c'est la mairie nous te remettre pour te faire inhumation parce que pas de moyen pour dans la morgue. C'est gasoline et camionnette ça t'a transporté? Et il y a gasoline là-dedans, il y a des récipients de gasoline là-dedans. On a un problème crise gaz d'après ça au Solaria que les gens ont acheté gaz en province. Gaz ça pour yo ta revendre ou bien? Quel est pour ta revendre d'après tout ça mon dit bon pas un chauffeur d'administration, un chauffeur transport à l'hôpital même mal dans l'hôpital à Kayam pas trouver chauffeur pas considérer l'hôpital que c'est ça qui est une grosse question. OK, qui côté au t'a sorti qui boit t'a prendre? Yo dit yo sorti pour après je vais le verrer d'après toutes ces informations que j'ai. Ou dit chauffeur qui sorti vivant avec qui est? 2 passagers même baguette non avec l'autre 2 passagers. Oui parce que c'est côté on côté les Ouangabé tout près Waf de Carriès. OK, non pas qu'à connaître qui section yo et tout. Non, il y a 3 garçons, nous, parce que ça, nous connaissons les sections, nous, les pénis, nous connaissons les boules, nous brûlés, nous, les pénis, mais il y a des filiés, nous, pas de sexe là. Ils sont filiés. Et 3 garçons ont filles. Voilà, vous écoutiez les précisions du juge de paix suppléant de l'Arcaïe, Jules-Jean Ricard, autour de cet accident de la circulation survenu hier après-midi à Carriès, accident au cours duquel 4 personnes ont trouvé la mort. Elles sont mortes calcinées. Une camionnette dont les freins auraient lâché a percuté un pylône électrique avant de prendre feu. La camionnette transportait du carburant destiné probablement à la revente selon le juge de paix et suppléant de l'Arcaïe, maître Jules-Jean Ricard. Et pendant ce temps, une cargaison de 250 000 barils de gasoline est arrivée hier au terminal de Thor à Carrefour. La distribution devrait démarrer et ce matin donc, à en croire le directeur général du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, qui persiste ici. Il n'y a pas eu de rareté. Il a même parlé de rareté fabriquée visant à boycotter le pouvoir en place. Écoutez ses déclarations. C'est nos cadres réguliers de commandes qui étaient placés. Nous avons une fenêtre 5 au 7 pour bateau à fini. Bateau a fini le 5. Son exercice régulier. Pays a été disposé de carburant, particulièrement de gasoline. Il n'y a pas là pour juste dimanche. La preuve, bateau a là à peine arrivé. Pour côté d'un débarquement, tout côté on te dit pas de bien gaz yo recommencer à vendre gaz normalement. Moi-même, ma première, c'est particulièrement les compagnies qui étaient tête frette, qui peuvent répondre au chant des sirènes également. Parce que yo même les compagnies et le BMPAD, ce sont des partenaires qui travaillent ensemble dans le secteur de
depuis longtemps. Ma première c'est mon nana dit tout, qui pas prendre pression qui te quelques graines pour l'ouvrir pour permettre d'alimenter le marché. Ma première c'est population qui était tête frette. Attendre à ce que si effectivement tu vas gagner pénurie ou bien petit comportement pour t'avoir gagné. Quantité de barils là, combien de quantité de barils qui viennent pour le moment, c'est environ 250 000 barils qui viennent. Distribution de commencer. Distribution va commencer dès demain matin. 250 000 barils là, c'est gasoline seulement ou bien il y a un diesel également? Non, c'est gasoline tout simplement. Même considérer opération qui t'a faite depuis hier là et que aujourd'hui nous venons couper court à opération. Ce n'est pas d'opération qui t'a faite. Il y a un problème à BMPAD. Parce que BMPAD, pour dire, depuis que nous là-dedans, nous tirons leçon de l'expérience du passé. Nous voyons qu'en pareille époque, chaque année, toujours gagner panique ça sur le marché, affluence ça de tout le monde vers les pompes. Nous devons prendre des dispositions, nous devons anticiper, nous devons prendre des dispositions avant même que l'épuisement stock qui gagne là, qui effectue à la vérité, de arriver à épuisement dimanche, cap venir là, nous devons faire commande gaz pour arriver jeudi, vendredi et qui arrive. Nous devons dire non, pas de gagner une pénurie. Nous devons dire oui, tu as gagné un bateau de venir jeudi. Nous devons dire non, pas de gagner hausse des prix, pas de pénurie. Parce que même jeudi, à peine bateau à venir, il va commencer vente à la pompe. Deuxièmement, bateau à venir et jamais 203. Troisièmement, c'est que pas de gagner hausse du prix de carburant à la pompe. Opération ça, c'est une opération, nous qualifions d'opération barrée caravane. Je reproche à un certain individu qui s'appelle Jacques Joseph, qui te prend sous lui-même, relé dans la radio hier matin pour créer panique dans le pays. Son monsieur qui était dans le conseil électoral, qui quittait le conseil électoral par la petite porte, m'a demandé monsieur ça, c'est pour lui prendre même canal là, pour lui dire qu'il s'était trompé, peut-être de mauvaise foi, pas même de bonne foi. Vous écoutiez le directeur général du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, donc, qui persiste et s'il n'y a pas eu de rareté de carburant sur le marché national. Et pourtant, jusqu'à hier après-midi, la gasoline n'était pas disponible dans de nombreuses stations-service du pays. Des particuliers vendaient le gallon au marché noir jusqu'à 600 gourdes. Entre-temps, des chauffeurs du transport en commun à Petit-Goâve ont exprimé leur frustration par rapport à la rareté de carburant constatée dans les pompes à essence et qui a provoqué une hausse vertigineuse des prix. Le gallon de la gasoline s'est vendu hier donc jusqu'à 500 gourdes dans la cité de Faustin-Soulouk. Les chauffeurs reprochent aux autorités leur gestion de ce dossier. En ligne, Eugène Raymond. Chauffeur taxi yo en dedans cité Faustin-Soulouk là, levé voyo bien haut pour dénoncer ratement gasoline yo dit qui gagne dans pompe à essence yo dans commune Tigouave. Yon ratement qui gagne gros impact en sous secteur taxi a côté toute activité taxi machine à motocyclette yo a fonctionné au ralenti. Mettez sous précaution qui augmenté. Groupe chauffeur taxi sa yo critiquer autorité dans pays a, yo dit qui pas prend responsabilité yo pour commander de gaz là dans un délai normal pour éviter genre de situation ça yo. Explication quelques nan yo. Fin de nos pays pas d'accord faire comme ça. Kita là pour mettre dehors dans dou mais il vend ni plus cher pour faire quoi bio. Bah il aime pas moto man pan comme ça même et on a pas venir dire quoi moto gaz fait même pas de gaz. L'aime sortir pour bien gaz ba. Ay y a gonne qui dit nation gal pour $80 pour mettre dans moto pour le travail. Son négligence bon côté l'état tout. Parce qu'on regarde aujourd'hui à 4 janvier pour que tu gagnes magasin ça national tout payant matin mal Miragouane pas joindre monter le gars pas joindre pour me river Miragouane marche ton gallon gaz $80 dans mes vendeurs pas si pour l'état repenser bagay yo nous sont injustice lié c'est pas venir passer men et puis nous va so comme ça men le gouvernement men ba yo changer men ah manger il est dans $100 là. Faut que nous dit pas gain gasoline dans pompe à essence dans commune Tigouave mais quelques mètres ou bien en face à pompe à essence gen moun qui a 20 gallons gaz 400 jusqu'à 500 goudes. N'a précisé même groupe en chauffeur taxi sa yo longe doit être en jouda yo sous propriétaire pompe à essence dans commune Tigouave yo dit qui a profité occasion pour faire marché noir à gasoline. Eugène Raymond, Tigouave, Vision 2000.
Sénateurs et députés sont convoqués en séance en Assemblée nationale le lundi 8 janvier midi en vue de la clôture de la deuxième session extraordinaire de l'année législative 2017 et de l'ouverture de la première session de l'année législative 2018. Écoutez en ce sens les précisions du président du Sénat, Yuri Latortue. L'Assemblée nationale, ça, c'est l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative et c'est l'ouverture également de l'année politique. Côté que devant l'Assemblée, gagné président qui a venu faire message à la nation et premier ministre là, qui va lui faire bilan de dernière session, derniers 6 mois que il passé dans notre pays, il va lui faire bilan devant l'Assemblée. Ni bilan, ni sans débat, et message là, justement, il est délivré aux sénateurs et aux députés. Assemblée nationale ça, il va fermer session extraordinaire là, et il va ouvrir session ordinaire là pour année législative là. Et immédiatement après tenue assemblée ça, dans les 2 chambres, nous allons gagner déroulement élection pour nouveau bureau. Et nous tenons à ce que transition ça yo fait premièrement de l'année dernière à cette année pour l'ouverture de l'Assemblée de l'année législative à travers l'Assemblée nationale et également de nouveaux bureaux lui-même qui vont prendre place pour les diriger Sénat pendant l'année et Chambre députés également pendant l'année. Et donc on est combinaison de bureaux ça, c'est lui qui va gérer l'Assemblée nationale là pendant l'année 2018 là. Écoutez, sur la question des mandats et gagner des mots qui baillent au niveau de la commission yo, gagner des travail qui a fait, mais nous-mêmes et comme de fait nous te dit déjà, question mandat sénateur pas poser problème puisque sénateur yo minimum élu pour 4 ans. Sénateur qui était deuxième yo élu pour 4 ans, ça qui était premier yo élu pour 6 ans. Mandat sénateur yo a fini même l'heure avec mandat député. Alors, mandat sénateur de deuxième, il a fini en janvier 2020. Élection a fait dernier dimanche du mois d'octobre 2019 et nouveau élu a entré en fonction en 2020. Sénateur qui était élu, qui était premier dans l'élection 2016 là, mandat a fini en janvier 2022 et élection a fait en octobre 2021. Sénateur qui était élu dans tiers Sénat, mandat a fini en janvier 2023 et élection a fait en octobre 2022. Toute l'autre interprétation, moi pense c'est des actes non seulement contraires à la loi et à la Constitution, mais c'est des actes, moi dit d'exploitation politique qu'a essayé de mettre la troublaille, puisque à aucun moment mandat sénateur question ça va nous soulever, puisque c'est pas exécutif, c'est pas législatif qui fixe mandat sénateur. Mandat sénateur est fixé d'après la loi et la Constitution. Il ne revient pas à l'exécutif de déterminer le mandat des sénateurs. Si je dis à t'es gagné un problème, côté on a dit sénateur, député, président, mandat a été commencé à courir puisque c'était 2011 et il a fait élection député Clario a considéré mandat aller depuis 2015, il a perdu 1 an. Si on a regardé mandat président même genre, président Jovenel a perdu 1 an puisque c'est en 2016 pour le démonter. Il monte en 2017. Mais on va regarder ça. Président Jovenel élu pour 5 ans qui a commencé à compter à partir du 7 février 2017. Député il est élu pour 4 ans, il a commencé à compter à partir de janvier 2016. Sénateur tout, il est élu yon pour 6 ans, yon pour 4 ans, qui a commencé à compter à partir de janvier 2016. Donc dans ce sens ça, il n'y a pas à passer par 4 chemins. Mandat sénateur a fini en janvier 2020 et nous connaissons que l'élection député et tiers Sénat ça l'a faite en octobre 2019 et c'est l'élection ça qui va permettre que nous cas amender la Constitution. Écoutez, Assemblée c'est un devoir constitutionnel. Le deuxième lundi de janvier, c'est l'ouverture de l'année politique. Députés et sénateurs doivent se réunir. Moi, je crois que le pas de guerre en 2016, c'était une exception. Mais la règle, c'est d'avoir une assemblée nationale pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative qui est l'année 2018. Le président du Sénat, Yuri Latortue, qui a par ailleurs confirmé qu'il ne sera pas candidat à sa réélection, et ce, malgré son bilan qui, dit-il, est prolifique. Par cette décision, le sénateur de l'Artibonite dit vouloir tenir sa parole envers son collègue du Sud-Est, Joseph Lambert, qui avait renoncé à sa candidature l'année dernière pour le supporter. Et c'est tout naturellement donc Yuri Latortue annonce son soutien à la candidature de Joseph Lambert à la présidence du bureau du Sénat de la République.
nous vous proposons d'écouter à nouveau le sénateur Yuri Latortue. Moi, je suis un mec de parole, moi, je suis un monde qui a un mot d'honneur, et je crois que moi, je suis arrivé comme président, tout le monde qui est là, tout journaliste dit, tout sénateur, tout député, que nous gagnons un bilan, nous t'ai prolifique. Côté que nous votons plus d'une quarantaine textes de loi, il y a là-dedans loi, il y a résolution, il y a convention, et nous installer le contrôle du gouvernement chaque mercredi. C'est dans la question ça que nous joignons, question d'électricité, comme gaspiller, nous mettons sous pied des enquêtes assez approfondies sur le Petro-Caribé, que nous connaissons 2 rapports qui sont sortis, et 2 rapports il y a là toujours. Nous mettons sous pied les séances publiques à la télévision, côté tout public là qu'à suivre. Autant d'innovation qui fait que l'année a réussi. Mais, je ne dis pas que moi t'ai pris si l'année a bon, moi t'ai pas laissé le pas bon. Moi t'ai dit que t'as fait un an, t'as changé Sénat et nous t'ai un mot pour nous aller pour notre candidat. Meilleure façon dans la politique pour respecter, pour agir, c'est respecter bon. Et dans ce sens, ça, moi dis déjà, public, moi dis que dès le départ, moi pas de majorité qui te supportait. Moi j'ai des sénateurs. Mon ami et frère, le sénateur Jacques Sauveur-Jean, quand même dit au prix de sa vie, qui était supporté comme frère, moi remercie publiquement. Et le sénateur Lambert aussi, qui était candidat à ce moment, m'avait supporté. Et il te dit, sénateur, je me présenterai l'année prochaine. Et si c'est ainsi, que le mot soit respecté, que ma parole soit écriture. Et dans ce sens, ça, on a supporté la candidature au bureau et c'est démocratie. Nous avons respecté toute notre candidature, mais nous avons déjà demandé aux collègues de supporter le sénateur Lambert. À l'autre candidat, c'est vrai, ça me dit, m'a respecté toute autre candidature, m'a respecté toute autre initiative que l'Assemblée apprend, mais pour le moment, je suis attaché à cette décision, je suis encore attaché à mon mot que j'avais donné. Autre point de l'actualité, l'ex-chancelier vicaire épiscopal pour la vie consacré à l'archidiocèse de Port-au-Prince, Monseigneur Patrick Harris, renouvelle les préoccupations de l'Église catholique par rapport à la conjoncture actuelle du pays. Ce n'est pas l'assassinat du père Joseph Simoli le 21 décembre dernier qui a porté l'Église catholique à lever la voix contre le kidnapping, les assassinats et toutes les mauvaises pratiques qui ne font qu'anéantir le pays. Cet acte barbare doit tout simplement réveiller les consciences afin que justice soit rendue non seulement à l'Église catholique mais aussi à toutes les victimes, a dit Monseigneur Harris. Il réitère l'engagement de l'Église à accompagner le peuple haïtien dans sa quête de mieux-être. Monseigneur Patrick Harris répondait à Taylor Rigaud. Moi-même pensais que faut nous rester un peuple qui dit, qui connaît côté le soit, qui connaît côté le pralé et qui connaît une série de valeurs, qui fait des valeurs, même si vous chrétiennes, si vous pas chrétiennes, mais faut qu'il y ait des valeurs dans la société. Si pas de valeurs dans la société, je pense que nous pas dans bon route du tout. À vous entendre parler, Monseigneur Harris, nous avons l'impression que façon que Père Joseph Simoli joigne la molle, il interpellé nous en pile dans la conférence épiscopale. Non, alors, je ne vais pas dire Père Simoli joigne la molle. Je vais dire assassiner Père Simoli. Et donc, ça veut dire l'assassinat est un acte répréhensible dans toute société. Toute société. Et donc, ça veut dire le droit de tuer n'est donné à personne, même à l'État. D'ailleurs, le pape François mène encore un combat contre certains pays pour que la peine de mort soit abolie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun monde qui a le droit de tuer du tout. Donc, ça veut dire maintenant, l'assassinat du Père Simoli, c'est un bagage qui doit conscience dans le pays. Mais je ne voudrais pas prêcher pour ma propre chapelle pour me dire parce que Père Simoli a été assassiné et qu'à partir de ce moment l'Église catholique lève la voix. C'est pour moi dire dans tout le monde, dans tout citoyen dans le pays, que nous pas d'accord avec disparition, nous pas d'accord avec kidnapping, nous pas d'accord avec assassinat, nous pas d'accord avec la mort, nous pas d'accord avec un pile bagaille qui a fait dans le pays et qui fait que crédit pays noir disparaît. Donc de ce point de vue, la mort de Simoli, c'est une façon pour nous dire que non seulement Père Simoli, il faut qu'il joue une justice, pour l'Église catholique joue une justice, mais il faut tout l'autre monde qui a été assassiné tout dans des conditions troubles pour jouer une justice. Vous constatez autant que nous que gouvernement monté, gouvernement descend, gouvernement allé, gouvernement vini, mais ça n'a pas changé situation population pour autant. Comment conférence épiscopale lui-même lui comprendre la situation dans laquelle le peuple haïtien peut évoluer aujourd'hui? Ça l'Église catholique toujours comprendre, c'est que il faut des points de repère et il faut des institutions. Par exemple, nous pas bien des hommes d'État qui sont assez institutionnels. Et puis pour y mettre institutions
institution yo nan vocation yo pour yo produire résultat, nous pas qu'à dire que n'a marché, nous capable dire n'a reculer en tant que tel. Donc vision l'église catholique c'est que nous gagnons un pays côté gen monde qui connaît ça y a faire, qui pas tête mato, qui pas fort dans ça y a faire et qui rive produire résultat yo c'est pour mettre là en tant que tel. Pour nous-mêmes ça c'est un premier bagage. Deuxième bagage, responsabilité nous comme l'église, c'est dit peuple là, nous pas jamais suspendre accompagner dans toute bonne volonté li gagne pour li gagner la vie meilleure parce que c'est ça bon Dieu voulait pour toute petite li yo. Une vie digne, une vie qui soit le témoignage que bon Dieu baille la vie et baille la vie en abondance comme c'est dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 10 verset 10. Ça c'est deuxième bagaille qui fait engagement l'église. Le troisième bagage qui fait engagement de l'Église, c'est que l'Église, là, tant qu'on me dit, elle est aussi à l'intérieur de la société. Tout ça qui arrive mal en la société, elle arrive l'Église là tout. Donc d'une certaine manière, l'Église part pas, comme si nous avons dit, on bagaille arrive l'autre monde et puis pas arrive l'Église. Mais non, si dans la société il y a l'insécurité, ça touche l'Église. Si dans la société il y a le kidnapping, ça touche l'Église. Si dans la société il y a des assassinats, ça touche l'Église, parce que ce sont non seulement des personnes humaines qui sont touchées, mais peut-être aussi ce sont des chrétiens et des chrétiennes qui sont touchés. Donc de ce point de vue, nous sommes très concernés. Vous écoutez Monseigneur Patrick Harris, vicaire à la vie consacré à l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et puis, sachez que Monseigneur Max Leroy-Mésidor sera investi officiellement ce samedi, nouvel archevêque métropolitain de Port-au-Prince. La cérémonie est prévue ce matin à 9h à la cathédrale transitoire de Port-au-Prince. On va observer la première pause dans cette édition. Merci de votre fidélité à cette antenne. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans la deuxième partie du journal. L'ancien sénateur du Nord-Est, Rodolphe Boulos, dit souhaiter que le gouvernement investisse davantage dans le secteur agricole au cours de l'année 2018. Il insiste en ce sens sur la nécessité pour les autorités de fournir un accompagnement aux entrepreneurs agricoles. L'ex-sénateur Rodolphe Boulos. Qui t'aime présenter SOEM à peuple haïtien, qui t'aime présenter SOEM à jeunesse nordésienne, Nord-Est, Wanamet, For Liberté, Trou du Nord, Montorganisé, Caris, Capoti, Montbencocheux et Latrier. Les jeunesse n'en connaît, m'a veille toujours, m'a toujours avec eux, m'a continué à travailler pour eux et dans la mesure que je suis capable, m'a toujours tourné vin accompagner eux dans formation yo et dans tout moyen que me capoter même si c'est petit quand le proverbe dit bay petit pas chiche. Bon moi-même souhait moi pour 2018 là c'est que me souhaiter que gouvernement l'État continue accompagner paysans yo, surtout cultivateurs yo, entrepreneurs agricoles yo, parce que Haïti est un pays à vocation agricole. Mais pour la vocation agricole, faut yo accompagner pour le réaliser vocation agricole. Donc, souhait moi c'est que le gouvernement aille plus en avant, investit plus dans coré paysan, bal de l'eau dans jardin, bal semences améliorées, bal pesticides, insecticides et surtout bali technologie appropriée. Qu'est-ce que technologie appropriée? Jodi, nous gagnons 1500 confrères, nous, citoyens pareils, nous, qui travaillent en République Dominicaine, qui apprennent l'art moderne de l'agriculture. Mais nous t'arrêterons que le gouvernement accompagne les paysans, mettez plus d'argent agricole à Corélie. Pourquoi pas former Kazek yo, Azek yo, comme des agents polyvalents agricoles tout, pour non seulement yo joindre de l'eau, yo joindre semences, yo joindre engrais, yo joindre et pesticides, insecticides, mais yo joindre moun qui accompagner yo, qui montrer yo, qui leur rencontre un problème que yo ka joindre solution problème parce que dans l'agriculture, on va toujours chercher problème et dans engrais, nous t'a souhaité gouvernement tourner avec ça les subventions et engrais qui permettent que le vendre à moitié prix quand coup gouvernement Martelly te fait tout au début. 70% population dans l'agriculture. Je dis que n'a pas parlé. Et si un bon jeune qui a sorti l'école ou bien qui a fini qui finissant meilleur bail pour ta capable faire, c'est tourner des entrepreneurs agricoles. Mais yo pas qu'à faire si yo pas bayo j'arrête. Moi-même pense que gagner une volonté politique. Je pense que volonté politique là réelle, l'existait, li manifester par une multitude d'actions dont caravane. Moi crois que une volonté politique de la part de certains ministres
particulièrement ministre agriculture, ministre Béliard et ministre protection de l'environnement. Donc, moi, t'as dit que c'est pas un bilan total d'avle fait. Au lieu de faire un bilan total, m'ta dit vous êtes dans la bonne route, mais accélérez. Vous êtes dans la bonne route, mais atterri plus pour le peuple. Donc, dans ce sens, je voulais encourager pour yo sentir que nous apprécions ça à faire, mais tout autant, nous dit messieurs, bon question vitesse. C'est pas précipitation, non? Vitesse, double vitesse, porter plus, atterrir plus, pour le peuple en sentir plus, qu'on va accompagner, surtout paysans, surtout entrepreneurs agricoles. L'ancien sénateur du Nord-Est, Rodolphe Boulos, le délégué départemental du Nord-Ouest, OL Théoc, confirme que la caravane du changement sera lancée le 7 février prochain dans son département et dans tout le pays. Néanmoins, précise-t-il, les matériels prédisposés à cet effet dans le département du Nord-Ouest effectuent actuellement des travaux dans certaines communes, dont Jean Rabel. Il informe par ailleurs que plusieurs rencontres ont eu lieu entre la cellule technique de la caravane, les élus locaux et les entrepreneurs de la région en vue d'élaborer le plan d'intervention de la caravane dans le Nord-Ouest. Les précisions du délégué Orel Théoc au micro de Valérie Numa. 5 camions étaient déployés avec l'odeur, résoudre le problème sur route Jean-Abel, le travail. Et qu'on y a des dispositions qui prennent pour faire intervention sur Beauchamp, parce que route sortie pour aller Beauchamp, aller Maoutier, là pas bon même. Et qu'on y a une demande pour eux sur celle du Nord, côté Gombrèche, qui a pour ouvrir la rivière des bas pour y aller corriger. Pas oublier, matériel ça va venir dans le cadre caravane. Et caravane, Jean-Président Ometlia, 7 février, a déclaré sur tout le pays. Donc, matériel ça est arrivé avant. Et parallèlement, il y a un plan d'action départemental d'intervention dans le cadre de caravane qui a élaboré avec participation de tout le secteur. Donc, plan, et ça est en cours d'élaboration. Nous avons un chita avec tout magistrat Kazek ASEC. Il y a une rencontre qui est faite avec société civile, avec chambre de commerce, et il y a une rencontre qui est faite avec directeur départemental. Et il y a une rencontre aussi qui est faite entre parlementaires du Nord-Ouest et cellule technique caravane au niveau de l'Ouest. Donc, matériel est venu avant caravane, mais nous n'avons pas des problèmes dans des communes, et puis pour nous attendre, c'est les caravanes lancées pour nous. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, caravane, c'est à partir de 7 février pour le lancer dans le Nord-Ouest, c'est ça? Tout à fait. Et ok. Tout le pays, bon, on va économiser ça, dans la mesure où, si l'équipement est là, on est pour qui sa stratégie, dans 7 février, est-ce que quelque part, si l'équipement est là, par exemple, c'est comme si je me dis, je ton machine, je me paye chaque mois, et je me quitte là, comme si je me dis, je couvre un bon drap. Je vais prendre pour Valérie, matériel n'est pas campé d'un côté, il y a travail. Et le premier déploiement fait pendant le mois de décembre, là, il fait sur route Jean Rabel, là, au niveau de la Coma, côté de le problème, Jean Rabel pas de cas. Dans le cadre, on faut anticiper, dans le cadre de caravane qui travaille, qui peut le gagner, qui peut le faire, et que déjà nous commençons à définir. Le plus gros travail qui peut le faire, c'est route. Tout le monde nous a parlé avec eux. Route, infrastructure routière, c'est priorité. Donc, route, ils ont identifié très clairement. Route, c'est pour de paix Jean Rabel, Moule Bombade, pour arriver BDN, pour aller tomber en rouge. Et route, surtout, qui passe par 4 mètres là, pour le faire. Mais il y a un acte intégré dans le plan d'action nord-ouest là, c'est acte touristique là, parce que mon estimé la tortue, notamment la pointe ouest, pour de paix la baie, en sa foleur. Et puis Mont-Saint-Nicolas a une belle plage résilient, alors que bateau touriste là a sorti la Badi, la passé devant plage ça tout le temps, ces photos ont été à distance, ils ont fait pas même gagner un petit débarcadère comme si pour ça descendre pour visite, même si plage là faut trop aménager. Donc ça, ils mettent comme un axe prioritaire pour eux dans le département nord-ouest là. Et ils pas qu'à faire sans route. Donc, plage, la résine sur Mont-Saint-Nicolas. Là, mais pas de route pour sortir, pour passer pour Naïve, pour passer en Rouge, BDN, Bombade pour aller tomber Mont-Saint-Nicolas. Automatiquement, ça a fait dans la caravane. Son secteur qui pourra être porteur des changements dans le département. Oui, mais là, on a parlé de cette camion, de l'odeur. Et regardez un département qui a une quantité de communes. Non, je vais une précision pour vous. Cette camion, de l'odeur, depuis Copio, c'est un camion qui est là dans le TPTC. Mais il y a l'autre matériel qui est disponible qui allait renforcer le travail route Kafoujof en Safoleur. Donc, vous mettez là-dedans? Oui, il y a 3 pelles mécaniques sur Kafoujof. Je connais un sénateur qui n'est pas content de nous dire ça parce que lui-même, il n'est pas d'accord avec ça. Il voulait pour travailler. C'est sorti pour des paix pour le contrer au niveau de Goumon, par exemple. Je ne connais pas d'accord, mais il faut me dire. Mais il y a 3 pelles mécaniques qui étaient sous Kafoujof. Il y a 2 doseurs, 2 9 qui sont sous Kafoujof et puis il y a l'autre 9 gros camions. Camions jaunes, je ne connais pas sur les réseaux sociaux, Valérie. De gros camions qui ont de fortes capacités.
monter qui sous Kafoujok pour renforcer le travail et Kafoujok sans ta couleur. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et le gouvernement taïwanais ont paraphé hier un protocole d'accord portant sur un projet de renforcement de la riziculture au niveau de la plaine des Cailles. Ce projet s'inscrit dans le cadre des actions visant à dynamiser le secteur agricole, a dit le ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard. Suivez. Financé à hauteur de 8 millions de dollars américains par la République de Chine, ce projet vise à augmenter la production de riz en vue d'atteindre un rendement annuel de 10 tonnes par hectare sur une période de 4 ans. Le ministre de l'Agriculture, qui a salué cette démarche, affirme que le développement de la filière rizicole à la plaine des Cailles favorisera notamment l'amélioration des conditions socio-économiques des populations de la région et la croissance économique. Carmel André Béliard. Ce projet d'une durée de 4 années bénéficiera d'un appui financier de 8 millions de dollars provenant de la République de Chine-Taïwan. Le sud du pays est également une grande zone rizicole. En ce sens, nous saluons aujourd'hui la coopération reçue du gouvernement de la République de Chine-Taïwan dans le cadre du projet de renforcement de la riziculture de la plaine des Cailles. Selon l'ambassadeur de Taïwan en Haïti, Cheng Aowu, la signature de ce protocole d'accord traduit la volonté de son gouvernement de soutenir la mécanisation agricole et le renforcement de la production rizicole dans le pays. Monsieur Roux se dit convaincu qu'avec les efforts des acteurs concernés, les résultats escomptés seront atteints. La coopération entre la République de Chine, Taïwan et la République d'Haïti est toujours axée sur les résultats. Je suis convaincu que ce projet, avec les efforts de toutes les parties concernées, puisse établir un modèle de la coopération intelligente en renforçant l'efficacité et la production de la riziculture dans la plaine des Cailles. Haïti produit 100 000 tonnes métriques de riz chaque année, alors qu'elle en importe 400 000 tonnes métriques selon le ministre Béliard. Pour la consommation locale, 500 000 tonnes métriques de riz sont nécessaires par an, a informé le titulaire du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Marie-André Bélange, Vision 2000. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, se décerne insatisfait par rapport à ses réalisations à la tête du MNFP au cours de l'année 2017. Il a fait état de la réhabilitation d'une 50aine d'écoles publiques, la construction d'écoles professionnelles. Il informe que le MNFP est sur le point d'éponger ses dettes vis-à-vis des écoles affiliées au PSUGO. Le ministre Cadet annonce la construction de 30 nouvelles écoles nationales à travers tout le pays à raison de 3 écoles par département. Il dit travailler actuellement à la mise en place d'un système de gestion des écoles publiques. Le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet intervenait hier après-midi à l'émission Vision 2000 à l'écoute. Il répondait à Taylor Rigaud. Dans nos niveaux d'éducation, c'est un bilan phénoménal. Tellement bilan ça lourd. Nous avons un pile bagarre, on sait très bien, un pile problème qui est dans le système. Et là, nous faisons monter comme ministre, nous avons des pompiers pour nous éteindre du feu, tellement de problèmes. Et aujourd'hui, nous commençons capables de reposer, parce que le dernier problème qui était là à résoudre, c'est l'une à résoudre actuellement là, c'est la nomination pour enseignants qui sont dans la salle de classe. Et il faut que nous tout. Et là, nous montons, bon, ça a été de longues années dans le pays d'Haïti, on passe quatre côtés. L'école a fonctionné dans très mauvaises conditions jusqu'à présent pile dans yo qui peut pas réparer. En dehors de ça, l'école avec son trésor public, avec aide partenaire technique et financier qui répare dans le sud, mais il faut que nous disions tout avec aide psycho. Eh bien, nous gagnons plus d'une 50aine d'écoles à travers le pays que nous réhabilitons et que ça tout qui est en construction actuellement là. Et dans le début de l'année ça là. Eh bien, vous voyez, dans l'unité passation de marché ministère, eh bien, instruction pour construire 30 nouvelles écoles nationales dans le pays à raison de 3 par département. Et nous allons commencer des Mali. Et nous faisons notre travail encore, par exemple, si vous regardez là dans l'ouest, là, là, nous passons, par exemple, dans l'école nationale du Merlin, eh bien, qui réhabilité, ou après l'école nationale Fritz-Pierre-Louis, qui réhabilité, ou après l'école nationale Saint-Pierre lui-même qui va commencer, dans Akaye. Ou avez l'école nationale Corail
qui est réhabilité, École nationale du drapeau qui est réhabilité. Donc, sans compte, nous donnons tout le débat honnête et ça a construit dans le nord-ouest. Il y a 2 écoles nationales qui ont construit actuellement là, qui vont construire dans Saint-Louis-du-Nord. Et il y a une qui est bien loin. Récemment, devant une équipe à nord-ouest. Là où il veut côté motocyclette, il y a la machine. Et où il veut côté ces motocyclettes au prend. Motocyclette a déposé, il fait 2 heures et demie à marcher. Pour arriver côté, nous voyons pour mettre l'école nationale dans le bloc Chéneau, dans la section communale dans Saint-Louis-du-Nord. Donc, nous aujourd'hui, on voudrait poser des questions sur le bilan. Bilan vraiment très, très lourd et même trop lourd. Et à tous les niveaux. Par exemple, même dans le niveau, INSP, et nous, on n'a pas quelques bagages qui fait. Par exemple, après INSPA, et Dr. Magui Ducé, il paraît avec un journal là, on sort de revue, et de côté, il met des gros bilans qui fait dans le niveau ça. Côté, par exemple, dans Jacques Bel, par exemple, on a joué un travaux qui finit pour l'école professionnelle Jacques Bel là. On a joué tout, et il y a poursuivi le travail, tout polyvalent, formation professionnelle dans Carrefour. Il y a poursuivi travaux, construction, école professionnelle dans tout. Eh bien, on paquet de côté encore, et puis quand pile l'école professionnelle KPT, parce que nous disons peut-être mon bagaille, aujourd'hui, en 2018, pas de développement qu'a fait en formation professionnelle. Bien entendu, en formation professionnelle. Nous entendons avec une attention soutenue. Mais dis-nous rapidement, monsieur le ministre, qui perspective dans le domaine de l'éducation pour l'année 2018 là? Eh bien, nous allons mettre en paix, pendant ce temps-là, nous allons qui presque fini là, un système de gestion des écoles publiques. Côté, n'importe côté nous sommes capables de contrôler l'école, l'état physique, qu'on est enseignant qui profile, qui côté toutes les façons sous lui, élèves qui entrent à l'école, nous mettons toutes données sur lui, c'est ça qu'on fait là. Un film qui presque a finalisé le travail, qui est le système de gestion des écoles publiques. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui se décerne insatisfait par rapport à ses réalisations à la tête du MNFP au cours de l'année 2017. Va-t-on assister à une présence policière dans les enceintes des facultés des sciences humaines et d'ethnologie? Une décision a été prise en ce sens lors d'une session à l'extraordinaire le mercredi 27 décembre dernier du Conseil de l'Université d'État d'Haïti en vue de rétablir l'ordre. Le secrétaire général de l'UEH, le professeur Wilson Dorlus, assure que des dispositions seront prises afin de faire appliquer cette mesure. À noter que les portes des facultés des sciences humaines et d'ethnologie sont fermées depuis plusieurs mois. Nous l'écoutons. L'on a réfléchi en termes institutionnels. Bon côté des décisions on prend, c'est fini. Parce qu'il faut nous pas tomber dans l'anarchie. Anarchie avait dit dans mon côté, rien arrêté. Conseil universitaire, c'est l'instance suprême. Et vous dans des gens fini, dit telle résolution, ouais, moi-même, comme secrétaire général, et tout ça, ma travail, pressé sur lui pour l'exécuter. Conseil universitaire a dit pour le faire, comme prendre toute disposition, tout. Et sous autorité conseil exécutif là, pour l'appliquer. Alors, nous avons un point de vue sur lui. Le conseil de l'université, comme instance suprême. Donc, qui doit décider? Les gens pour sécurité dans le pays a décidé. Moi-même, celle-là qui est intéressée, travaille sérieusement. Et ça, conseil l'a dit, et fait. En fait, mon institution, c'est ça, ou institution. Ça veut dire, et nous travaillons sur résolution qui prend, qui le nous pensez pour intervention qu'a faite dans deux facultés, ça surtout. Bon, pas de réponse pour ça. Bon, effectivement, question ça sont questions qui à l'ordre du jour, même si en réalité, nous sommes en phase de mise en œuvre opérationnelle, mais la question est effectivement à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez une base légale pour une structure constante dans l'UEH là? Oui, nous avons une base réglementaire qui existe. Ok, mais en clair, pour qui ça nous compter, mettre sous pied et police universitaire là dans l'UEH là, et qui ça, police universitaire là, capable de faire dans l'UEH? Pour qu'on gagne, pour qu'on y a là, un bagage du conseil de l'université qui sortit, là, un document. Il faut me dire que l'idée a très bien accueilli avec une compréhension et positive de la part de divers acteurs dans l'université, avec divers mondes que nous avons discuté autour, contexte nous bien qu'on y a là, un paquet de paradigmes qui changeaient. Donc, et parmi les paradigmes qui changeent dans l'université, quand Jean professeur a expliqué, le paradigme sécuritaire a changé. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on vient de cas, qu'on est obligé, pour toutes sortes de raisons, faire appel avec une structure
structure de police qui garantit bon fonctionnement universitaire, mettez tout le monde qui vient l'école en sécurité, garantit liberté académique, professeurs, étudiants, etc. Donc, cette police universitaire a le rôle ça. Nous sommes en phase de conception, d'élaboration et de mise en place théorie projet. Donc, c'est à ce moment-là, et mission, ça va le définir plus clairement. Okay. Mais ça, on connaît que dans une série de faits, et qu'on gagne de monde qui va gagner rien à l'université, qui est associé avec de l'autre monde, ils ont entré, ils ont menacé monde, ils ont vu Nazam, ils ont tenté de bouler à l'université, ils ont tenté de prendre ordinateur registré dans la faculté de sciences humaines. Pour exemple précis, le 27 mars 2020, une grosse situation passée en d'en face, côté il y a deux monde armés, selon le rapport même du décanat, qui est entré en d'en face, deux monde qui ne va même connaître. C'est-à-dire, lors d'une des situations comme ça, c'est normal qu'on prenne des actions préventives. Mais est-ce que tout, pendant l'idée en venir, nous pas pensé que une structure comme ça capable de causer plus crise dans l'université, j'en ai dit à gagner et des gens qui pas gagner pour à l'université, qui pas même dans l'université encore dans l'espace facultaire et puis qui viennent à simailler la troublée. Est-ce que nous pas pensé ça capable de causer plus crise dans l'UEH là? Moi regardez une situation difficile en dans un certain nombre de gens dans l'université, côté étudiants presque peut-être douaniers, côté professeurs pas qu'à travail, côté des gens qui pas gagner à l'université qui entré pour menacer de mort, incendie, etc. Et puis il est nécessaire aujourd'hui pour nous faire arrêter mode de base dans l'université. Et on est en train de prendre la voie pour y arriver. Et voie que nous prenons, c'est la voie prévue par le conseil de l'université. Le secrétaire général de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Wilson Dorlus, interrogé par Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus, la directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, justifie la décision de l'institution d'exiger aux tenanciers de Borlette de payer directement à la LEH. Cette décision qui a suscité la colère de l'association des tenanciers de Borlette fait suite au refus de cette dernière de s'acquitter de ses redevances envers l'État. Selon Margaret Fortuné, la NTB qui perçoit les taxes sur ce jeu de hasard pour le compte de la LEH n'a versé pas même une gourde à l'État depuis 2014, alors que sur une dette de 36 millions de gourdes, l'association s'était engagée à verser 9 millions en 3 versements après une entente avec la LEH. Ces explications au micro de Daphné Gédéon. Pour l'année fiscale 2016-2017, nous pas recevoir une goutte de l'association qui percevoir taxe pour loterie dans les affaires Borlette. Nous avons pris une décision à ça, écrit à tenancier, écrit avec l'association, qui a fini en juin 2000 année ça, pour nous demander tenancier pour payer directement à loterie 5 000 gouttes. La loi, Jean encore a dit. Nous avons pris le soin, bayo, on déclare. Ça veut dire, année fiscale commence le 1er octobre, loterie nationale, commencer avec recouvrement 26 décembre qui se passe là. Nous avons autant pour ramasser cob pour comprendre. Sur 36 millions de gouttes que Association nationale des tenanciers de Borlette, doué loterie nationale depuis 2014, mais accepté faire concession pour payer 9 millions. Nous demandons à NTB pour le payer à loterie nationale 9 millions en 3 versements. Vous pas d'accord? Je vais mettre un chèque le 22 décembre 2017 de 2 millions de gouttes sans provision. Le banque touché sous loterie. On fait esprit pour déstabiliser l'institution. Mais non. Nous tenons la radio, vice-président et association, M. Guillet, ensemble avec un dirigeant, malheureusement, un ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, qui a une correspondance que l'autre a adressée à lui-même, mandel pour le payer moitié cob. Ça veut dire pour Éric Jean-Baptiste, paye éternel, payer cob par l'État. Nous pas percevoir taxe nous-mêmes pour association, nous c'est l'État ici. Et correspondance à aller avec tout tenancier. Dans souci pour nous déjeuner une entente, pour nous stabiliser le secteur, pour nous encourager, nous faire jouer là, au bon aïe. Petit Éric Jean-Baptiste, t'es tombé en bas loi loterie. Ça a été fait au téléphone, vous relais, vous voyez avocat, vous faites des marches, vous récupérez, et machine de gagné. Monsieur Éric Jean-Baptiste, loterie a saisi matériel déjà. Ancien candidat à la présidence, qui est en tête manifestation
qui gourmet contre la corruption, qui ne peut jamais payer l'État, qui ne peut pas payer l'État. Nous recensons Cap Haïtien, il y a 10 banques qui prennent autorisation, Jérémy il y a 15, Port-au-Prince il y a 27, l'autre ville des provinciaux, Poko, bail rapport sur ça recensé. Nous tendons dire qu'il y a une équipe monde qui a volé dans l'autre national. Nous voulons alerter l'opinion nationale et internationale. C'est la loi qui fait nos obligations pour nous faire perception dans les affaires jouées dans tout pays. Agent qui dans la rue, chaque banque yo fait saisie, yo un code qui est enregistré dans l'autre et tout ça qui est enregistré lui vient dans l'administration, yo sous contrôle. Pendant que Dans une note de presse, le ministère des Affaires sociales et du Travail informe les contractuels de l'exercice 2016-2017 que le paiement continue de se réaliser au bureau régional de l'Ouest au numéro 28 de la rue Romain à Delma 33 de 10h AM à 6h PM jusqu'au jeudi 11 janvier 2018. À compter de cette date, le ministère ne prendra en considération aucune réclamation de la part des contractuels dont les chèques n'auront pas été retirés dans le délai imparti. Néanmoins, des dispositions ont été prises en vue de donner suite célère aux différents cas de doléances reçus par le MAST au cours de cette opération. Autre point de l'actualité, on ne va finalement pas assister à un bras de fer entre le gouvernement et la mairie de Port-au-Prince concernant l'organisation du carnaval national cette année. Ces deux structures se sont entendues pour co-organiser l'événement. Les deux comités mis en place à cet effet vont travailler conjointement à la tenue de cette grande manifestation culturelle, nous dit Lovely Stanley Numa. Désormais, le comité national et le comité municipal s'entendent pour travailler en synergie cette année sur l'organisation du carnaval national qui aura lieu les 11, 12 et 13 février prochains. Haïti sous route changement est le thème de cette grande fête populaire qui a été dévoilée officiellement ce vendredi par le ministère de la Culture. Comment la mairie de Port-au-Prince et le gouvernement ont-ils pu enfin arriver à une entente sur la question? La réponse du maire Yuri Chevry. Je suis président en tant qu'élu, en tant qu'homme responsable, homme d'État. Nous faisons un consensus pour nous proposer pays à carnaval, que pays à temps. C'est ça nous réussissons faire à deux. Et puis c'est à partir de là nous joignons un consensus qui permet que deux comités ça pour aller chita ensemble pour définir ce carnaval là. Nous gagnons perdu, nous gagnons gain. Nous perdu thème carnaval que nous avons choisi depuis 2 mois. Entente avec le président qui lui-même qui voulait vision politique, vision pour ça le voulait faire dans le pays. Nous-mêmes nous n'avons aucun problème avec choix ça. Nous faisons recul sur lui pour nous-mêmes nous gagnons l'autre côté. Côté nous gagnons, c'est que carnaval là non seulement la fête l'année ça, mais l'année prochaine carnaval là parlons l'autre côté. Mais Port-au-Prince a prêté à carnaval. Nous-mêmes financièrement, le président entend avec nous pour nous battre nos plus gros montants pour ça le débat l'année dernière pour carnaval Port-au-Prince. En ce qui concerne le thème national du carnaval, le premier citoyen de la capitale appelle les groupes musicaux à faire en sorte de le prendre en compte, ainsi que le premier thème qui a été proposé par le comité communal. Nous connaissons que Mairie a travaillé son thème à des artistes que m'a utilisé caméra nous amicaux pour nous excuser, mais sûr que y comprendre et nous allons inviter pour nous chita parler sur ça parce que dans négociation c'est toujours comme ça. Mais pas oublier que nous avons toujours utilisé thème ça. Groupe qui te fait carnaval avec thème ça, pas quoi gain trop problème, il a toujours utilisé l'autre thème dans pas quoi. Et ça que vous voulez faire avec thème ça, a toujours utilisé l'autre Le président du comité national du carnaval 2018, Claudel Dumas, rappelle que le carnaval a une importance capitale pour le pays. Il promet que le comité donnera le meilleur de lui-même. Je pense que l'image que nous avons aujourd'hui autour de la table dit plus que 1000 mots. Auquel cas, tout ça m'a dit, c'est que nous allons travailler pour nous faire un bel carnaval, un bel spectacle, pour nous vendre pays surtout, pour nous vendre une belle perception que Haïti sont une destination intéressante liée dans tous les sens, et une destination touristique, pour nous vendre un tourisme culturel. Carnaval là, c'est opportunité, c'est événement qui draine plus de monde. Nous attendons aisément 1 million de carnavaliers sous champ masse là. Et ça nous voulait faire, c'est vendre une belle image d'Haïti. Pour image de fusion et d'harmonie. Pour sa part, le directeur général du ministère de la Culture, Jean-Michel Lapin,
également vice-président et responsable des finances du comité organisateur national, assure qu'il n'y a aucune confusion en ce qui concerne la constitution du comité organisateur du carnaval. Ça n'a vu aujourd'hui là, c'est pas année ça a présenté. Et dans toute histoire carnaval, il est passé 3 fois déjà. Et à chaque fois, c'est toujours le ministère culture qui fait interface avec le comité mairie pour harmoniser le carnaval. Et dans chaque commune qui est passé côté du carnaval national, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas 2 comités. Il y a le comité municipal qui a adhéré là avec le comité national qui est là pour intervenir dans tout carnaval pays. Tout côté qui a tradition carnaval, le comité national là pour le travail avec eux pour porter carnaval dans tout le pays. Aucun chiffre n'est encore disponible concernant le budget qui sera alloué à l'organisation du carnaval national cette année. Les festivités pré-carnavalesques débuteront le dimanche 14 janvier prochain en raison de la commémoration du 8e anniversaire du séisme ravageur du 12 janvier 2010. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Le maire de Port-au-Prince, Ralph Yuri Chevry, promet que son administration va intensifier ses efforts en vue de résoudre le problème de l'insalubrité à la capitale. Ralph Yuri Chevry annonce que la mairie devrait disposer de 20 camions à ordures d'ici mars prochain. Grâce à 6 nouveaux que l'État central va faire l'acquisition pour le compte de la mairie, cela va permettre de passer dans les quartiers pour récupérer les ordures ménagères en attendant de remettre la gestion des déchets au secteur privé, comme cela se fait dans toutes les grandes villes du monde entier. Pour résoudre définitivement ce problème dans le pays, a dit l'édile de Port-au-Prince, Ralph Yuri Chevry. Ces précisions au micro de Lovely Stanley Numa. En général, la mairie a continué le travail. Nous venons de jouer 1 an et demi de ça. Nous avons 11 machines qui marchent parfois. Actuellement, nous avons 7. Dans fin mois, nous avons 14. L'État central pour mettre 6 en mars. Ça va nous 20. Nous allons recommencer à faire circuit comme nous avons connu longtemps. Par contre, nous là, pour faire un circuit dans la ville. Chaque quartier, nous avons un camion qui va prendre fatra dans le camion. Là, ça a arrêté, nous allons sortir pour ne pas utiliser l'ARIA pour faire point de transfert. C'est ça, nous pensons, qui est solution temporaire. Jusqu'à ce que nous fassions que toute ville dans le monde remette fatra à privé. Parce que tout côté sur la terre, c'est privé qui fait fatra. Il y en a nous avons tendance à centraliser, à mettre tout le bagage dans l'État. Et c'est ça nous-mêmes, nous envie de faire pour payer. Quel est le rôle SMCRS qui doit ramasser Fatra? Donc, qui relation mairie Port-au-Prince avec SMCRS? Techniquement, oui, nous avons une bonne relation avec les gens qui travaillent sur le terrain, parce que je suis chaque jour dans la rue. Mais institution à institution, magistrat, avec directrice, on laissé frapper qui passe choix. C'est pas choix PAM, c'est pas tempérament d'ailleurs. Mais m'a toujours dit ça que vrai. C'est pas moi qui invente, c'est pas moi qui fait loi. Nous, tous qui là, en tant que journalistes, nous, quand nous fait devoir, on a dit que Wall Mairie a et puis m'a tout profité de Jouli. Wall Mairie a semblé Fatra, ou SMCRS, c'est mené au tritier. Et si vous avez pile dans l'ARIA, il ne dépend pas de mairie.